aussi on a aussi deux interprètes en LSQ qui sont présents aujourd'hui. Merci à vous, Jean-François, Isabelle et Michel Dion. Donc pour celles ou ceux qui ont besoin d'interprétariat en LSQ, vous pouvez les épingler. Donc pour épingler une personne, vous pouvez cliquer sur l'icône des trois points dans le coin supérieur droit de la vignette de la personne, puis sélectionner le terme épinglé. Donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre des événements qui sont organisés en fait par l'Institut ECHO, qui est un institut du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. L'Institut offre en fait différents événements, donc comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des formations plus spécifiques destinées aux professionnels de différents milieux, qui sont des formations en fait vraiment pratiques et ancrées dans la réalité du terrain. Donc, vous pouvez aller voir notre site internet de l'Institut ECHO pour en apprendre plus sur les différentes formations offertes. Euh, il faut savoir aussi que aujourd'hui, en fait, on vous invite à réfléchir à une question essentielle. Comment faire en sorte que nos services soient plus accessibles aux femmes en situation de handicap qui vivent de la violence conjugale? En fait, trop souvent, on a des obstacles qui sont invisibles, qui viennent compliquer l'accès à l'aide, à la sécurité ou aux ressources. Pourtant, il faut savoir que l'accessibilité, ça ne se limite pas forcément à l'aménagement des lieux. Ça se construit aussi dans nos pratiques, à travers nos façons d'accueillir, d'écouter et d'accompagner. Donc, au cours de ce midi-causerie, on va explorer ensemble des pistes concrètes pour adapter nos interventions aux réalités donc de ces femmes en situation de handicap, y compris les femmes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Parce qu'en fait, une intervention qui est véritablement inclusive, c'est une intervention qui permet à chaque femme d'être entendue, d'être comprise et d'être soutenue. Donc voilà, on vous invite aussi par ailleurs à vous inscrire à l'infolettre de l'Institut pour connaître tous nos prochains événements. Nous avons deux invités d'exception aujourd'hui, donc je vous remercie beaucoup toutes les deux d'être présentes parmi nous. Nous avons d'abord Stéphanie Gamache, tu es titulaire d'un doctorat et tu es ergothérapeute consultante en accessibilité et conception universelle. Merci Stéphanie d'être avec nous. Et Merci pour l'invitation. je t'en prie. Et Jade, donc Jade Mathieu, tu es alliée à la coordination au Calax de Châteauguay et tu as particulièrement travaillé auprès de femmes autistes ou ayant une déficience intellectuelle qui ont vécu des agressions sexuelles. Donc merci à toi de te joindre. Merci. Alors, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on entend différentes terminologies lorsqu'on parle du handicap. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont privilégier plutôt l'expression femme en situation de handicap ou personne en situation de handicap, qui met en fait l'accent sur le rôle des obstacles dans l'environnement et des obstacles sociaux aussi, qui créent en fait des situations de handicap. Tandis que d'autres personnes vont plutôt utiliser l'appellation personne handicapée qui renvoie davantage en fait à la réalité du handicap qui est vécue par la personne. Donc, sans opposer ces approches, elles nous rappellent en fait de toute façon l'importance de réfléchir aux barrières que rencontrent ces femmes pour mettre la table en fait à notre échange d'aujourd'hui sur l'inclusion. Jade, d'abord, pourquoi est-ce que c'est en fait important de s'intéresser spécifiquement à la réalité des femmes autistes ou qui ont une déficience intellectuelle, qui sont victimes de violences conjugales ou sexuelles? Et en fait, quelles sont les vulnérabilités et les obstacles particuliers auxquels elles font face? Oui, merci pour la question. Ben, c'est sûr que moi, mon domaine d'intervention est en violence sexuelle, et donc le portrait de situation que je vais vous présenter va être un peu plus axé sur la violence sexuelle, mais je pense qu'on peut extrapoler aussi à la violence conjugale. C'est sûr que dans toute discussion où on parle d'inclusion dans les services d'aide, que ce soit en violence sexuelle ou en violence conjugale, c'est essentiel de s'intéresser aux personnes qui vivent avec une DU ou un TSA parce que c'est des groupes qui sont plus à risque de vivre de la violence sexuelle et par le fait même, elles vont vivre plus de barrières d'accessibilité pour accéder aux services. Donc, généralement, on va les trouver un peu sous-représentés dans nos services malgré un portrait de situation alarmant. Donc, effectivement, le taux de victimisation au niveau de la violence sexuelle est
critique au niveau des personnes qui vivent avec une DI ou un TSA. Donc, on va parler de 2 à 3 fois plus à risque de vivre de la violence sexuelle comparé à la population en général. Donc, on va parler de 2 femmes sur 3 qui vivent avec une déficience intellectuelle, qui vont vivre de la violence sexuelle, et 2 hommes sur 6, si on reprend la statistique qui est comme populaire là, au niveau de la violence sexuelle. Et au niveau des femmes autistes, on parle de 78% de la population autiste comparé à la population générale qui est un taux de 47%. Donc, c'est vraiment des statistiques qui sont alarmantes. Quand on s'intéresse plus particulièrement au vécu des femmes, on voit que les femmes qui vivent avec une déficience intellectuelle sont 10 fois plus à risque de vivre de la violence sexuelle et que 9 femmes autistes sur 10 vont aussi vivre de la violence sexuelle. Donc, on constate que c'est, ben, j'arrête pas de le dire, un état de situation critique. Elles sont aussi beaucoup plus à risque de vivre des chocs post-traumatiques. Et en ce qui concerne les femmes autistes ou qui vivent avec un TSA, le diagnostic est est difficile à faire au niveau du choc post-traumatique parce que les symptômes se recoupent et s'aggravent entre eux, les symptômes autistiques versus les symptômes de choc post-traumatique, ce qui fait en sorte aussi que ça engendre des barrières d'accessibilité au service, au bon service, en fait. Avec ce constat-là, malheureusement, euh, malgré tout, on constate que les barrières systémiques demeurent. Ça amplifie les situations de victimisation, ça augmente le risque à la violence sexuelle et ça augmente les barrières au dévoilement et ça diminue l'accessibilité aux services. On va se poser la question, pourquoi? Et quand on s'intéresse à la violence sexuelle plus particulièrement, ce qu'on va observer, c'est un grand tabou face à la sexualité de ces personnes-là. Ils vont avoir peu d'accessibilité à l'éducation à la sexualité. Leur sexualité va être ignorée, niée, contrôlée. Ça va engendrer justement des interdits. Souvent, l'entourage ou les intervenants de proximité peuvent être mal à l'aise avec leur sexualité. Souvent, vont être perçus comme des éternels enfants. Donc, il y a beaucoup de mythes et préjugés qui ont attrait à leur situation individuelle qui va entrer en ligne de compte finalement dans les interventions qu'on va faire par la suite. On va voir des interventions qui vont être plus punitives, restrictives, une tendance à contrôler, à juger et même utiliser des contentions chimiques pour résorber que ce soit euh, des comportements sexuels inadaptés, jugés inadaptés, ou même des conséquences de la violence elle-même. Donc, quand on parle du choc post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression ou des autres conséquences qui peuvent subvenir à la suite de la violence, on va observer une plus grande tendance à utiliser la médicamentation plutôt que le soutien psychosocial, par exemple, pour répondre à cette situation-là. Donc, c'est comme une intersection entre les mythes, les tabous, liés spécifiquement à leur situation de déficience ou leur autisme et les mythes et tabous liés à l'éducation à la sexualité, la vie amoureuse et les relations intimes qui vont engendrer, ben, en fait, c'est un cercle vicieux. Ça va engendrer une augmentation du risque de victimisation, puis encore une fois, augmenter les barrières au dévoilement. Quelles sont ces barrières au dévoilement-là? C'est, ben, comme je l'ai dit depuis tantôt, lié à le fait de ne pas avoir accès à une éducation à la sexualité ou même à des espaces informels avec qui faire des apprentissages au niveau des limites, des besoins, des barrières dans les relations amoureuses, intimes et sexuelles. Ça va amener une difficulté d'identifier les situations de violence qui sont vécues, aussi un manque d'espace pour en parler, pour décortiquer, difficulté d'avoir accès aux services, que ce soit par des barrières concrètes comme euh, pas accès à Internet, pas accès à aller chercher les ressources, etc., ou une fois qu'on a accès aux services, les services ne sont pas adaptés. Il peut y avoir aussi dans ces situations-là plus de contexte de dépendance lié à la personne qui va perpétuer la violence, que ce soit la dépendance financière, la dépendance au transport, aux soins, à l'hébergement, etc. Et
Le fait également que ces personnes-là font face à beaucoup de mythes et préjugés plus généraux, je vais dire ça comme ça. Elles vont avoir moins de place pour s'exprimer dans toutes les sphères de leur vie ou à être considérées dans leur plein potentiel ou leur pouvoir d'agir. Ça va faire en sorte aussi que elles vont avoir de la difficulté aussi à parler de leurs émotions. euh, aux intervenants, aux proches. S'ajoute à ça quand il y a une situation de violence, que ce soit conjugale ou sexuelle, on le sait, il y a des barrières inhérentes à la nature du dévoilement qui amènent une difficulté à en parler déjà d'emblée, mais c'est comme exacerbé par le fait, par leurs conditions. Euh, et finalement, il peut y avoir différentes difficultés communicationnelles, relationnelles aussi, dans le fait de pouvoir aller chercher de l'aide et demander un soutien. Donc, en bref, pour répondre à ta question, Pauline, s'intéresser à cette réalité, c'est reconnaître que il y a une double, voire une triple marginalisation de ces personnes-là. Euh, et même au sein de nos services, on a une responsabilité en tant qu'organisation, en tant qu'intervenant, intervenante, d'adapter nos pratiques pour que ces femmes-là ou ces personnes-là aient un réel accès finalement à la justice puis à nos services d'aide. C'est nos systèmes finalement qui doivent prendre en compte cette réalité-là euh, qui est alarmante, puis à laquelle on doit faire face en tant que problème social. Merci beaucoup, Jade, pour ton partage et effectivement pour ce portrait assez alarmant et les obstacles que rencontrent encore les femmes qui ont une déficience intellectuelle et les femmes autistes. Stéphanie, maintenant, tu es ergothérapeute consultante en accessibilité et conception universelle. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur des adaptations concrètes qu'on peut mettre en place dans l'environnement des milieux qui offrent différents services aux femmes pour justement leur permettre plus d'autonomie? Moi, je vais commencer par simplement dire ça n'a pas besoin d'être fait tout en même temps. Ça n'a pas besoin d'être un. On remet tout à niveau au niveau de l'accessibilité. Je pense que c'est des démarches qui doivent être progressives puis qui peuvent être faites au rythme de chaque organisation. Ça ne nécessite pas de tout transformer nécessairement, mais d'être stratégique dans ce qu'on veut apporter comme modification. Parfois, c'est très, très simple. Ça n'a pas besoin d'être bien compliqué. Mais par exemple, si on achète du nouveau mobilier, ben, est-ce qu'on peut penser à la couleur de ce mobilier-là pour qu'il soit bien contrastant avec l'environnement, puis le positionner pour que ça soit facilitant pour les déplacements? Puis même chose pour des rénovations. Mais tant qu'à rénover, pourquoi pas le faire de façon la plus optimale possible pour assurer l'accès à des gens qui peuvent avoir des besoins variés. Puis dans ce cadre-là, je sais que ça a l'air un peu bizarre de recommander une norme à ce moment-ci dans une conférence, mais la norme CSA B651, elle est très intéressante parce qu'elle met en lumière les points communs des besoins des personnes qui ont différents types d'incapacités. Parfois, on se retrouve avec à faire des compromis en accessibilité parce que les besoins des personnes, par exemple, en fauteuil roulant, ne sont pas les mêmes que ceux des personnes qui ont une déficience visuelle, par exemple. Ben, comment on fait pour atteindre ce juste milieu-là? Ben, cette norme-là est un outil de communication ou un outil de formation qui nous permet de trouver ce genre d'informations-là, puis qui permet d'ouvrir le dialogue avec, par exemple, un architecte ou avec un gestionnaire de projet qui ferait des rénovations. Euh, Par contre, pour assurer la réussite de la mise en accessibilité d'un aménagement, je pense que toujours, il faut se baser sur le besoin vécu des usagers parce qu'on a beau dire, ah, ben, je rends accessible mon milieu, je me suis basée sur la norme, j'ai tout fait ce qu'il faut, ça devrait bien fonctionner. Ben, selon les usagers qu'on a dans ce milieu-là, comment eux, ils utilisent cet environnement-là, puis le parcours qu'ils ont à faire pour l'utiliser, ben, ça se peut qu'il y a des solutions qui soient un peu différentes qui pourraient être apportées pour que ce soit plus optimal. Donc, toujours considérer le besoin des personnes que vous rencontrez réellement. Puis en fait, moi, ce que je recommande, c'est de décortiquer les parcours des gens parce que des fois, il y a juste un obstacle qui se trouve sur cette chaîne de déplacement-là ou dans ce parcours-là qui fait en sorte que finalement, on n'a pas accès à l'infrastructure ou aux services qui devraient être rendus accessibles. Donc, on veut s'assurer que chacun des petits éléments est considéré. Par exemple, du moment où la personne arrive
avec sa voiture, en transport adapté. Donc, que ce soit le débarcadère, le stationnement, est-ce qu'il y a une rampe pour accéder ou des marches? Est-ce que la porte d'entrée, elle est lourde? Est-ce qu'il y a un bouton poussoir ou un œil magique pour que ce soit facile à ouvrir? Ensuite de ça, est-ce que le comptoir d'accueil, il y a, par exemple, un vitrage qui fait en sorte que la lecture labiale peut être plus difficile ou que la communication se fait moins bien parce qu'on ne voit pas si bien que ça l'expression de la personne qui est de l'autre côté, l'éclairage. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. C'est pas toujours facile de penser à tout, mais sachez qu'il y a des outils, il y a des gens qui peuvent aider dans ce processus-là, mais je pense que quand on s'y attarde nous-mêmes, facilement, on peut déjà identifier des éléments qui pourraient être optimisés sans nécessairement avoir une expertise très développée. Je pense que juste d'avoir une attention particulière aux différentes étapes du processus puis du cheminement fait en sorte qu'on peut identifier certaines problématiques parfois. Puis l'objectif d'envisager un environnement universel qui respecte les besoins spécifiques de chacun, c'est pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. Souvent, on a la malencontreuse habitude de penser accessibilité. On fait le lien avec les personnes en fauteuil roulant, mais il y a tellement de besoins dans la population, puis je pense que Jeanne, tu l'as bien abordé, je pense que la façon de communiquer, la façon d'interagir avec les éléments de l'environnement sont différentes pour les gens qui ont différents types de diagnostics. Puis de penser à une personne sourde ou malentendante, une personne aveugle, une personne malvoyante, quelqu'un qui aurait une limitation cognitive ou intellectuelle. On ne sait pas nécessairement toujours les impacts concrets, puis c'est pas tant ça l'important, c'est pas les diagnostics, mais bien les besoins. Je pense que tout le monde, par exemple, a besoin d'avoir une signalétique qui est facile à comprendre, qui est facilement visible. S'il y a un pictogramme, mais ça rend ça un peu plus facile à interpréter si on a de la difficulté à lire. Donc, de vraiment juste penser en termes de c'est quoi dans l'environnement que j'ai besoin, peu importe quel diagnostic j'ai, qu'est-ce qui facilite les choses, puis comment est-ce qu'on peut s'assurer par la suite que les besoins individuels de différentes populations sont pris en compte. Euh, c'est possible de faire tout ça, puis d'offrir des opportunités d'ajustement, de personnalisation parfois dans certains services, puis même de penser à offrir de l'aide humaine. Parfois, l'environnement a ses limites, puis malheureusement, on ne peut pas toujours le changer, mais il faut aussi penser que justement, l'humain peut être très aidant en lien avec l'accessibilité. Puis quand on a l'opportunité d'offrir des éléments qui nous permettent un ajustement dans l'environnement, qui permet donc à chaque personne de pouvoir moduler son accessibilité en fonction de ses propres besoins. Exemple, une table d'examen qui serait ajustable en hauteur qui permet à la personne de faire son transfert en fonction de sa hauteur à elle, sa grandeur et de sa capacité à se transférer, par exemple, si elle est en fauteuil roulant, ben, ça peut être super intéressant. C'est pas toujours possible de faire ce genre d'aménagement-là, puis on n'a pas nécessairement toujours le budget, mais quand c'est possible de le faire, ben pourquoi pas. Merci beaucoup Stéphanie pour ce tour d'horizon et ces recommandations très concrètes. Et c'est vrai qu'on entend souvent que l'accessibilité universelle, ça coûte cher ou que ça nécessite de grands travaux. Comment on peut démystifier ça et montrer en fait qu'il existe des solutions simples, accessibles et parfois qui sont peu coûteuses? Ça arrive tellement souvent qu'on se fait dire que ça coûte cher. Je pense qu'il faut départager des fois qui est en lien avec l'accessibilité optimale ou si on veut assurer l'accès à toutes les personnes, incluant les personnes qui peuvent avoir des aides à la mobilité qui sont plus volumineuses, où là, on a besoin d'aménager plus d'espace pour les déplacements. Puis ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, puis ça nécessite souvent des travaux plus importants, mais il y a tellement d'autres éléments qui peuvent faciliter la vie de plein d'autres clientèles qui peuvent être mis en place. Puis encore une fois, je fais du pouce sur ce que Jade a mentionné tantôt en lien avec la perception des gens puis comment ils interprètent les choses. Ben, c'est pas juste dans la communication, c'est dans l'interprétation des stimuli aussi qui nous entourent. Donc, si, par exemple, quelqu'un a de la difficulté à travailler dans un environnement où est-ce qu'il y a énormément d'éclairage parce qu'il y a des grandes fenêtres, il y a le soleil, il y a différentes sources lumineuses, puis c'est éblouissant ou ça devient dérangeant, ben, ça se travaille assez facilement de l'éclairage. Puis pourtant,
je pense qu'on on devrait faire un petit peu plus en termes d'aménagement de ce côté-là, parce que ça peut avoir un impact sur la communication, sur si la personne a le besoin de se retrouver dans le bâtiment. Est-ce que l'éclairage est tellement éblouissant qu'elle n'est pas capable de voir la signalétique, puis que ça la stresse, puis que ça ne fonctionne pas. Donc, ça a un impact majeur sur bien d'autres choses. Donc, il ne faut pas penser que c'est minime comme mesure d'accessibilité. Ça vient apporter toutes sortes de choses. Utiliser des contrastes de couleurs pour faciliter le repérage des obstacles, par exemple, en s'assurant que le mobilier se démarque par rapport à l'environnement. Comme ça ne devient pas un obstacle, mais ça facilite aussi le fait de le repérer et de l'utiliser. Donc, par exemple, souvent dans des édifices, on va avoir des murs très pâles, un plancher aussi relativement pâle. Ben, à ce moment-là, on peut utiliser du mobilier qui est peut-être un petit peu plus foncé, qui va venir contraster avec tout ça. Puis il faut aussi penser au positionnement, par exemple, des choses pour faciliter l'orientation, puis aussi amener les gens vers des endroits particuliers. Par exemple, on peut positionner le mobilier pour qu'il aligne les gens vers l'accès à un comptoir d'accueil. La personne n'a pas trop à se poser de questions s'il n'y a pas nécessairement une grosse signalétique qui nous permet de l'identifier, mais de guider les gens un peu de façon naturelle avec le positionnement des éléments. Encore une fois, c'est une mesure qui n'est pas très coûteuse, mais qui peut avoir un bon impact. Euh, Puis une chose que je trouve souvent négligée, puis je l'ai mentionné, c'est la signalisation. Dans des milieux où il peut y avoir beaucoup d'anxiété, la personne n'est pas certaine de comment ça va se passer, elle n'est pas allée souvent, donc elle n'a pas nécessairement de point de repère, puis ça peut ne pas être facile non plus de se rappeler où les choses sont. Mais quand on a une signalétique qui est contrastante, qui est facile de lecture pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui auraient des difficultés d'interprétation de l'information écrite avec des pictogrammes, ben ça peut vraiment faire une différence aussi. Puis encore une fois, ben, c'est pas des mesures qui sont nécessairement extrêmement coûteuses. Euh, Puis on pense souvent à ah ben si j'ai pas de bouton poussoir pour mes portes, puis là c'est difficile à ouvrir, il n'y a rien à faire. Souvent il y a un ouvre-porte, puis la tension peut être ajustée souvent dans ces ouvre-portes-là, puis ça peut faire une grosse différence. Donc on n'a pas besoin nécessairement de changer tout l'aménagement. Des fois c'est juste un ajustement de ce qui est existant qui peut faciliter la vie. Euh, Avoir des zones d'échange, par exemple, aussi, où il n'y a pas de barrière à la communication, ça peut être facilitant. On n'a pas besoin de refaire nécessairement le comptoir d'accueil si il y a des éléments qui sont plus difficiles à contrecarrer au niveau de l'accessibilité. Juste s'assurer qu'on a une solution de rechange puis une capacité d'accueil pour fournir autre chose à une personne qui pourrait en avoir de besoin. Puis l'idée, c'est toujours d'avoir une solution qui est humaine, d'assurer un accompagnement direct si la personne en a besoin, plutôt que compter uniquement sur, par exemple, une technologie ou un outil. Je pense qu'on oublie facilement que l'humain peut amener beaucoup, beaucoup de solutions. C'est pas nécessairement, encore une fois, une solution très, très coûteuse. Oui, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça peut faire la différence sur la capacité de la personne à avoir accès au service, à faire confiance, à aller, à s'ouvrir aussi, parce qu'on lui dit, ben, tu sais, on est là, on peut t'aider, on n'a pas de problème à venir vers toi. Puis ça, je pense que c'est super important à garder en tête. Merci beaucoup Stéphanie pour tous les éléments que tu as apportés. Avant de passer à la prochaine question, on va vous passer un court extrait vidéo de Ami Télé qui s'appelle Ça ne se demande pas à des personnes autistes pour écouter donc différents témoignages de personnes autistes sur leur vécu. Cette vidéo est très intéressante, vous allez le voir et il en existe plein d'autres sur la plateforme Ami Télé, donc je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme pour les consulter. C'est des vidéos qui durent environ une vingtaine de minutes et elle nous apprend beaucoup sur le vécu de différentes personnes en situation de handicap. Pourquoi on ne peut pas vous toucher? Haha, ben trop d'informations. Je dirais beaucoup de personnes Asperger, c'est le signe qui souvent ont des sens qui sont un peu plus développés. Et un de ceux, c'est le toucher.
Donc, peut-être que la personne pense qu'ils sont touchés super doux ou quoi que ce soit, mais pour nous, c'est comme... C'est l'équivalent de serrer le bras fort ou de pincer ou quoi que ce soit. Le niveau de à quel point sensible mon nez dépend. Moi, c'est vraiment prolongé ou genre, quand je le sens vite, j'aime vraiment pas ça. Moi, je suis hyposensible au toucher. Donc, je ressens pas la douleur. Puis j'ai une mauvaise proprioperception de moi-même. Fait que quand quelqu'un me touche, mon cerveau n'arrive pas à décrire hey, c'est-tu ton corps, c'est-tu son corps, c'est-tu la personne qui me touche. Fait que ça prend vraiment un toucher qui est profond, mais aussi qui est voulu. Mes enfants, ils savent, on saute pas dans le dos à maman. Ils me respectent là-dedans, ils vont doucement, puis on les a, nos câlins, là. Mais ils sont symétriques en plus. Ils sont habitués. C'est ça. Mais ça n'a pas été dit, je veux un câlin symétrique, mais ça a été instauré que, bon, on part pour l'école, c'est un bec à gauche, un bec à droite. Après ça, ils me les donnent. Après ça, on se serre, mais c'est tout égal, là. Puis c'est devenu une routine, puis ça leur fait du bien, ça me fait du bien, puis tout est correct. En fait, lorsque, par exemple, un autiste comme moi est hypersensible au toucher, vous pouvez pas me toucher parce que ça m'est agressant, parce que ça m'est désagréable. Plus parce que j'ai des gens qui, des fois, qui m'ont déjà sorti l'argument « Ah oui, mais c'est juste dans ta tête, ça fait pas vraiment plus mal, t'as juste l'impression que ça fait plus mal. » Et j'étais comme « Ça reste très réel pour moi, hein. » C'est aussi lié au fait que je porte des vêtements. Parce que je sens constamment mes vêtements me toucher. Je sens constamment la texture des vêtements. Donc, c'est sûr que si vous venez me toucher, ben ça en rajoute une couche. J'ai 8 fois le même pantalon. Ça m'a pris des années à trouver des pantalons qui me faisaient pas mal. Je me promenais, j'étais toujours raide en train de tirer mon pantalon, puis il y avait toujours cette chose-là qui me sollicitait puis qui m'harcelait tout le temps, alors que tout ce que j'avais besoin, c'était de trouver le pantalon doux, qui bouge pas, qui tient, qui a juste un petit élastique tranquille, que le tissu m'agresse pas. Puis ça vient de changer complètement ma dynamique face à mes vêtements. Je me suis quand même assez habituée aux interactions sociales où on doit serrer la main de quelqu'un. Ça, j'arrive à assez bien me conformer à ça. Quand je donne la main à quelqu'un, là, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe dans ma tête. Là, je me dis, est-ce que je la serre trop fort? Est-ce que je la serre pas assez fort? Est-ce que ma main est assez rentrée? Est-ce que je la prends comme du monde? Puis là, pendant ce temps-là, la personne te parle, puis il faut que tu le regardes, puis que tu comprennes ce qu'elle te dit. Mon cerveau, là, il sait plus quoi faire, là. Là, il y a 28 affaires à gérer en même temps dans une main. Puis en plus, on sait pas, c'est-tu quelqu'un qu'il faut que je donne la main, ou faut que je donne un bec, ou faut que je fasse un signe de la main? C'est quoi, là? Ça, c'est pas écrit, là. Voilà pour ce court extrait vidéo de 3 minutes. Donc la vidéo dure une vingtaine de minutes au total. Je vous invite vraiment à aller la visionner. C'est vraiment différents témoignages qui sont très clairs, touchants, aussi plein d'humour sur l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité qui peut être vécue par certaines personnes autistes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visionner le reste des vidéos. À présent, on va passer donc, Jade, Stéphanie, j'ai une question pour vous deux. Au-delà des aménagements matériels, quelles bonnes pratiques les professionnels peuvent adopter dans leur façon d'intervenir, d'accompagner ou même d'organiser leurs services pour favoriser une réelle accessibilité? Oui, je peux commencer. En fait, la première chose pour nous, puis c'est le cœur de notre approche. Ça met parfois les gens inconfortables, mais c'est vraiment le au centre de nos interventions, c'est de remettre en question les mythes et préjugés, les tabous qu'on a parlé tantôt. Plus concrètement, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas présumer que la personne n'est pas capable de consentir sexuellement. Souvent, à tort, on va penser que une personne qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ne sera pas capable de donner son consentement sexuel ou amoureux ou si on l'élargit aux relations intimes. Alors que ça fait pas du tout partie des critères diagnostiques. Il faut se rappeler que la sexualité est un droit fondamental pour tous et toutes. Et malheureusement, ce mythe et préjugé-là va amener, comme je l'ai dit plus tôt, des interventions punitives, des interventions coercitives, restrictives ou même réglementaristes par rapport à
la sexualité de ces personnes-là, l'intimité et les relations amoureuses. On ne peut jamais présumer de la capacité à consentir sexuellement d'une personne. Seule une évaluation officielle peut nous indiquer si la personne est en mesure de consentir ou non. C'est très variable d'une personne à l'autre. Et ces évaluations formelles sont conduites par des psychologues ou des psychiatres. Je l'ai plus vu dans ma pratique dans des contextes légaux, à la demande, par exemple, de la famille ou dans le cadre d'un procès pour aller démontrer que la personne avait la capacité à consentir ou non. Euh, j'ai moins vu ça dans un contexte plus psychosocial, mais il faut toujours se rappeler finalement que et ramener au premier plan finalement la capacité d'agir, de décider de ces personnes. Donc, ramener ça au premier plan, tant dans les relations amoureuses, les relations intimes que les relations sexuelles. Et on va plutôt aller dans une approche de prise de décision accompagnée plutôt que dans des interventions, comme je l'ai dit et redit, restrictives et punitives. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent nous aider à amener la personne dans une approche de prise de décision accompagnée. Mais quelque chose de super simple qu'on peut se poser comme question, c'est quelle intervention est-ce que je ferais avec une personne neurotypique? Puis là, on va aller voir notre premier jet là-dessus. Donc, par exemple, on ne forcera jamais une femme qui est dans une situation de violence conjugale à sortir de la situation si elle n'est pas prête, si ça ne respecte pas son rythme, s'il y a des barrières au niveau de la dépendance ou autre à la personne qui perpétue la violence. Donc, on va plutôt miser sur une approche psychosociale, essayer de faire de l'éducation-sensibilisation sur, par exemple, le contrôle coercitif. On va soutenir puis être présent tout au long du parcours de la personne. Et c'est cette intervention-là qu'on va venir adapter au contexte de la personne. Donc, plutôt que de tout de suite aller dans une approche qui viendrait protéger, une personne adulte qui vivrait de la violence conjugale, puis qui vivrait avec une DI ou un TSA, par exemple, on va aller toujours avoir le réflexe de se demander qu'est-ce que je ferais si la personne n'avait pas de DI ou de TSA. Parce que dans la majorité des cas, on a l'espace pour amener la personne à développer son autonomie, développer son pouvoir d'agir, puis développer sa capacité à choisir pour elle-même et à se sortir par elle-même de situations de violence. On a parlé dans la première question à laquelle j'ai répondu du tabou qui entoure la sexualité. Ça amène finalement beaucoup de méconnaissance au niveau des besoins, des limites et des désirs de la personne. Puis aussi un manque d'espace pour développer des habiletés à être en relation saine aussi. Si je faisais appel à vos expériences personnelles, je suis certaine que toutes et chacune, on a déjà eu des relations qui ont été plus ou moins saines. Et c'est à travers les erreurs, les relations qui ont moins bien été qu'on peut développer des compétences relationnelles, des compétences à se protéger soi-même ou à respecter ses propres limites soi-même. Puis c'est ça qu'on enlève à ces personnes-là. Donc, nous, en tant que ressources ou intervenantes, ben, on doit un peu aller pallier à ça, puis adapter nos systèmes pour amener la personne à vraiment être en mesure de faire le choix pour elle-même. Euh, Ensuite de ça, ben, il y a l'utilisation du langage clair, simple et clair. Là, Stéphanie en a parlé tantôt. Si on l'approfondit un petit peu, ça peut vouloir dire d'utiliser des mots simples, des mots concrets. Ça semble facile d'utiliser un langage clair, mais ça demande énormément de pratique. Que ce soit verbalement ou dans ce qu'on présente, que ce soit les outils d'intervention qu'on va adapter ou les présentations qu'on fait, d'éducation, sensibilisation, ça demande un gros effort de ramener finalement tout à un langage clair et simple. Donc, on va éviter les jeux de mots, les métaphores, les sous-entendus, les analogies. On va éviter des références culturelles, politiques, géographiques ou tout ce qui pourrait être jargon.
On va éviter pardon, d'utiliser des doubles négations ou des négations, mais plutôt utiliser des phrases affirmatives, par exemple. On va choisir des mots courants. On va se coller le plus possible au contexte de la personne. Donc, on va apprendre le plus possible à connaître la personne qui est devant nous. C'est qui les gens dans son entourage, son centre d'activité, son centre de jour, son travail, etc. Puis, on va reprendre des situations de sa vie courante le plus proche possible. Éviter d'aller dans des concepts qui sont trop abstraits. On va éviter les mots à double sens, etc., etc. On va aussi, dans la façon de communiquer, parler plus lentement, répéter souvent. Aussi, dans un contexte de suivi psychosocial à l'externe, par exemple, si vous êtes en maison d'hébergement, ben, on va s'attendre que plusieurs de nos rencontres d'intervention peuvent porter sur un même sujet pour favoriser, pallier aussi à des enjeux au niveau de la mémoire à court terme. Donc, on va s'attendre à reprendre, répéter les mêmes choses euh, ou les mêmes concepts. On va être le plus précis dans nos explications possibles. Il y a des mots conceptuels qu'on n'a pas le choix d'utiliser. Je vais prendre des mots en violence sexuelle, par exemple. Si on veut parler d'attouchement puis expliquer la définition d'attouchement, on va commencer par expliquer avant d'amener le mot conceptuel, puis on va le plus possible aller dans un langage clair, précis et concret pour amener des concepts incontournables. Euh, je vous référerai d'ailleurs, le lien sera mis dans le chat, aux ateliers de la Jarniguane qui offrent des ateliers de validation. Donc, quand vous adaptez des outils d'intervention ou des présentations PowerPoint, par exemple, que vous devriez faire, vous pouvez les envoyer à la Jarniguane. Puis, ils vont les tester. Ils ont des groupes tests pour voir est-ce que c'est vraiment un langage clair, puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce qu'on fait. Puis, ils ont aussi une série de formations sur le langage clair. On s'entend que là, c'est vraiment une très, très courte introduction au langage clair. Fait que je vous invite à aller consulter leur formation. On va toujours aussi s'assurer de la compréhension, puis il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on va demander à la personne avec la technique qui s'appelle le teach back d'un peu enseigner, de nous enseigner ce qu'elle a compris finalement de ce qu'on a voulu euh, transmettre. Pauline, je te vois, est-ce que c'est dans le temps que je dois terminer? Non? OK. Euh, on va aussi utiliser beaucoup la clarification, la reformulation. On va pas hésiter non plus si nous-mêmes on comprend pas à justement creuser avec la personne pour assurer vraiment une bonne compréhension. Au contraire, parfois on va penser que ça va les insulter, mais non, ça témoigne finalement un réel désir de compréhension, puis ça peut renforcer le lien de confiance. On va aussi faire attention à leur mécanisme d'adaptabilité sociale, de désirabilité sociale. Donc, parfois, dans nos questions, le choix de nos questions ouvertes ou fermées, on va s'assurer aussi de répéter qu'il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, pour s'assurer que la personne ne va pas nécessairement répondre pour nous faire plaisir, puis un peu s'assurer d'être adapté, inclus et compris. Euh, Ensuite, on va utiliser des outils de soutien, des outils visuels simples. Donc, nos outils visuels, ça ne sera pas de mettre des images pour mettre des images. Il faut vraiment que l'image soit reliée à ce qu'on veut transmettre. Aussi, d'utiliser des images le plus proches possible de la réalité de la personne. Donc, si, par exemple, la personne qui perpétue la violence a les cheveux bruns, on va essayer d'aller le plus proche de ça pour amener le plus concret possible les images. On va faire des aides-mémoires aussi pour la maison, les proches, les autres intervenants qui gravitent autour de ces personnes-là pour faciliter comme l'intégration des acquis. On peut utiliser divers types d'outils, donc des outils créatifs, des mises en situation, des images, des pictogrammes. On va vous mettre en lien aussi le site de Sclera Picto, qui est mon site un petit peu coup de cœur, là. Les pictos sont noirs et blancs. Il y en a une grande variété aussi pour adapter vos outils. On peut utiliser des jeux, des activités ludiques, des outils de gestion du stress et des émotions, des outils de prise de décision accompagnés qui va amener la personne, c'est un peu abstrait quand je vous mentionne ça, mais
Je vais envoyer aussi peut-être dans le chat après un document PDF là, d'un exemple qui s'appelle le test des 4 valeurs. C'est un outil qu'on a adapté au niveau du consentement sexuel qui va amener la personne à faire comme une auto-évaluation de est-ce que j'avais vraiment donné mon consentement. Fait que c'est un exemple d'outil de prise de décision accompagnée, mais il y en aurait plusieurs que je pourrais vous donner. Sinon, on peut utiliser des exercices écrits, des journaux, des scénarios sociaux, toutes sortes de diagrammes, des listes. On va aussi utiliser, bon, en tout cas, je veux laisser du temps aussi à Stéphanie, mais ça peut être des mises en situation également, là, illustrées. Puis, dernière chose que je dirais avant de laisser la parole, c'est d'avoir une grande souplesse de notre cadre d'intervention. Au niveau de nos modalités, par exemple, ça peut être de donner plus ou moins de rencontres, des rencontres plus courtes, permettre à des personnes de confiance d'être présentes tout au long des rencontres, aller avec la personne quand accompagner dans les étapes, là, toutes les démarches qu'on peut avoir à faire, faire des rappels de rendez-vous aussi, même si c'est pas dans nos pratiques, par exemple. On peut, nous, dans notre centre, par exemple, on fait pas de médiation familiale, mais c'est arrivé qu'on fasse des rencontres entre la famille avec la personne qui a une DI, par exemple, pour aller un petit peu, justement, décortiquer, favoriser le pouvoir d'agir de cette personne-là, puis le pouvoir de décider dans ses propres relations. On va inclure un bout d'éducation à la sexualité ou aux relations amoureuses et intimes, beaucoup d'éducation, sensibilisation pour un peu pallier justement au gros manque qui est présent. Euh, voilà. Puis, dernière petite chose, ça serait aussi de ne pas hésiter d'intervenir auprès de l'entourage, justement, pour aller contrer ces barrières-là, puis les mythes et préjugés qui vont contribuer à la victimisation aussi de ces personnes-là, tant au niveau de la violence conjugale qu'au niveau de la violence sexuelle. Voilà. Il y avait beaucoup de stock pour pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Jade, pour ce beau tour d'horizon, effectivement, avec plein d'outils très concrets pour les professionnels qui sont ici présents. Donc, je suis certaine que ce sera très utile. Stéphanie, maintenant, je te laisse y aller si tu avais un complément de réponse par rapport à ce que nous a partagé Jade. C'était déjà une réponse très complète, mais j'ai juste apporté la twist accessibilité, là, la nuance, peut-être que c'est le pouvoir d'agir puis la flexibilité qu'on peut avoir est super importante, puis c'est dans différentes sphères, puis ça inclut, à mon avis, l'accessibilité. Par exemple, je collabore avec le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale où on vient identifier l'accessibilité de différentes infrastructures, pardon, du réseau de la santé pour outiller les utilisateurs à identifier, bon, ben, est-ce que ça me convient, moi, en fonction de mes capacités? Est-ce que je pense qu'il y aurait des obstacles? Puis après ça, cette personne-là, elle peut, dans sa zone de pouvoir, dire, ben, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement? Est-ce que j'ai besoin, euh, par exemple, de mieux gérer mon énergie? Parce que là, ça risque d'être un peu difficile. Il va falloir que je propose d'avoir un rendez-vous peut-être plus en matinée parce que c'est là que j'ai plus d'énergie. Bon, ça permet à la personne de faire ses propres choix qui lui conviennent, d'avoir de l'information et donc aussi de permettre cette flexibilité-là. Donc, tu sais, je pense que ça va un peu dans différentes thématiques. Euh, la flexibilité temporelle aussi, tu sais, je pense que tu l'as mentionné tantôt, Jade, tu sais, des fois, il y a des rythmes différents pour chaque personne, soit pour s'exprimer, se déplacer même, puis d'avoir des contraintes avec le transport adapté ou à faire ses transferts si la personne a besoin de faire un transfert. Donc, d'avoir cette conscience-là que les choses peuvent prendre plus de temps, ça peut se dérouler différemment d'une rencontre habituelle avec une personne qui a peut-être pas d'incapacité. Ben, au moins d'avoir cette ouverture-là permet de mieux répondre aux besoins. Je passerai pas beaucoup de temps sur la communication inclusive. Tu as fait un excellent, même je trouve que c'était plus qu'un résumé. Je pense que vous avez des très bons outils avec ce que Jade a mentionné. Euh, mais je pense qu'on pourra jamais mettre assez d'emphase sur la communication inclusive parce qu'on veut vraiment que les gens aient les outils pour communiquer puis la compréhension de ce qu'on essaie de leur communiquer. Euh, puis je pense qu'il ne faut pas oublier aussi la collaboration en réseau. Souvent, on va penser que offrir un service à quelqu'un qui a une incapacité, ben on est comme pris avec ça, on ne sait pas trop comment faire, on est mal à l'aise, on ne sait pas. Euh,
Mais finalement, il y a tout un réseau autour de cette personne-là. Vous êtes peut-être même en contact avec d'autres intervenants, avec d'autres organisations qui viennent en aide à cette personne-là. Puis je pense qu'il faut juste miser sur les forces, les services qui sont offerts par chacun, puis voir c'est où ces espaces de collaboration-là qui pourraient optimiser le soin ou l'accompagnement de cette personne-là, parce que ça n'a pas besoin de reposer uniquement sur une personne, un interlocuteur, puis tout n'a pas besoin d'être 100% accessible partout, dans tous les services c'est pas ça, c'est de trouver qu'est-ce qui fait en sorte que la personne obtient le service. Ça peut venir de différents petits morceaux qui viennent de différents intervenants et de différents milieux. Donc, de vraiment miser sur les forces de chaque intervenant qui sont impliqués. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vais te repasser la parole, Jade, notamment lorsqu'une femme autiste ou qui a une déficience intellectuelle qui nous dévoile une situation de violence. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour justement favoriser sa compréhension, assurer sa sécurité et aussi l'accès aux ressources spécialisées? Jade, ton micro est fermé, pardon. Oui, je disais, avant de rentrer dans l'espace de dévoilement en lui-même, euh, nous, on a une approche sociale et non individuelle de la déficience. Donc, c'est l'environnement et les attitudes exclusives qui sont combinées avec les incapacités de la personne qui créent la situation de déficience. Donc, pour nous, en fait, notre mission là, en tant qu'Ecalax est basée sur une approche en 3 volets et c'est aussi vrai là, quand on parle d'un peu lutter pour l'accessibilité aux ressources spécialisées pour ces femmes-là. C'est-à-dire que on va aller, oui, au niveau de l'aide directe, mais aussi au niveau de la prévention, sensibilisation et de la lutte. Donc, c'est vraiment important dans un premier temps pour s'assurer que vos services sont accessibles, d'intervenir aussi sur les systèmes, vos propres systèmes, mais aussi, nous, on fait beaucoup d'interventions auprès des groupes, des institutions, des proches, de l'entourage, des intervenants pivots qui travaillent puis qui gravitent au quotidien auprès de ces personnes-là pour justement aller contrer les barrières au dévoilement, mais aussi lutter pour que l'ensemble des services soient inclusifs. Tantôt, tu parlais de la collaboration, Stéphanie, c'est un peu dans cette optique-là, c'est comme une responsabilité sociale d'offrir une meilleure réponse à la violence que vivent ces personnes-là. Donc, suite à ça, ben, quand on parle du dévoilement en lui-même, clairement, ce qu'on veut, c'est que, tu l'as dit d'entrée de jeu, Pauline, là, que la personne se sente accueillie, entendue, puis crue dans son dévoilement. Donc, les attitudes de base sont d'accueillir, de croire la personne, puis d'éviter toute question qui viendrait remettre en doute ce que la personne vient nous déposer. Donc, une écoute qui est sans jugement, sans banaliser ni dramatiser la situation. Puis, soutenir la personne à vraiment identifier, parler des émotions qui sont sous-jacentes. Dépendamment de votre contexte d'intervention, c'est vraiment important de respecter notre rôle d'intervention. Donc, si on se situe dans un contexte juridique, judiciaire, on va être plus au niveau du récit, tandis que si on est du récit des faits. Tandis que si on est dans un contexte d'intervention psychosociale, c'est vraiment important de justement pas aller nécessairement creuser les faits et plutôt se concentrer sur quelles sont les conséquences de la violence, puis comment on peut soutenir, accompagner, arrimer les services pour que la personne puisse amoindrir les conséquences qui sont dans sa vie. L'autre chose que je dis qui est comme primordiale, et surtout auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, c'est d'autant plus vrai, c'est d'évaluer l'urgence d'agir. Donc, très, très souvent, on a le temps d'agir, que ce soit même face à des situations où il y a la sécurité compromise. S'il ne s'agit pas d'une sécurité immédiate, on a du temps pour se déposer dans le dévoilement et prendre les meilleures décisions avec la personne en fonction de ses besoins, son rythme et ses désirs. Parce que souvent, quand on précipite les interventions, comme par exemple porter plainte dans les premiers jours suivant une situation de violence, souvent c'est là qu'il y a peut-être des situations où la personne est revictimisée parce que il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, puis on va trop vite, puis la personne n'a pas nécessairement compris tous les tenants et aboutissants, etc. Donc, c'est vraiment important de
c'est ça, prendre notre temps. Quand on parle aussi de respecter notre rôle, respecter nos propres limites aussi, si la situation, c'est quelque chose que vous sentez qui dépasse vos propres limites, que ce soit personnel ou professionnel, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, soit de votre supérieur immédiat ou de collègues euh, ou même référer à d'autres organisations ou d'autres services qui seraient plus adaptés pour les besoins de la personne. S'assurer que la personne comprend ses options réellement. Donc, encore, on fait le rebond sur le langage clair, utiliser des bons outils, pas présumer que parce qu'on a expliqué, par exemple, le système de justice, que la personne a compris du premier coup. Référer la personne au bon service aussi. Puis quand on parle de référencement, c'est de vraiment offrir un référencement personnalisé, donc d'appeler avec la personne, d'aller sur les lieux avec la personne, de permettre la présence d'une personne de confiance, d'un peu faire avec. Parce que souvent, les situations de dévoilement, de violence tombent un peu lettre morte, si je peux utiliser l'expression, parce que la personne à qui elle a dévoilé savait pas quoi faire avec ça, a décidé de pas en parler. Donc, le contexte de dépendance va aussi jusqu'au moment du dévoilement. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour accueillir, ben, il faut s'assurer que quelqu'un prenne en charge puis puisse accompagner la personne là-dedans. Aller aussi dans une approche encore là, de prise de décision accompagnée, s'assurer que la personne, son consentement est respecté à chacune des étapes. Intervenir auprès des proches des intervenants et du personnel de soins, j'en ai déjà parlé là, pour s'assurer qu'on va tous un peu dans le même sens, favoriser l'autonomie de la personne. Et aussi s'assurer de respecter la confidentialité au même titre que pour toute personne neurotypique dans la population. Donc, les mêmes lois sur la confidentialité s'appliquent, c'est-à-dire que si c'est une personne adulte qui vit une situation de violence conjugale, par exemple, ça veut pas dire qu'on avait ses parents d'emblée, parce que ses parents ont un gros rôle de soutien auprès de cette personne-là, par exemple. Et je dirais même faire de la sensibilisation auprès des tuteurs légaux s'il y a lieu, parce que les tutelles à la personne visent aussi l'autonomie de la personne et de respecter finalement les décisions, les choix, les désirs de la personne, à moins que, tu sais, on voit que c'est pas dans le bon intérêt de la personne. Donc, il y a aussi une marge de manœuvre auprès, quand il y a une tutelle, par exemple, à aller faire respecter finalement tant les enjeux de pouvoir d'agir que de confidentialité. Ça ne veut pas dire nécessairement il faut évaluer aussi au niveau de la confidentialité quand est-ce qu'on dévoile au tuteur s'il y a lieu, parce que si la personne tutrice est impliquée dans la situation de violence, bien, il y a d'autres mécanismes, etc. Donc, respecter les choix, les besoins et le rythme de la personne, puis se concentrer finalement sur les aménagements qu'on peut faire dans le contexte social aussi. Je vous référerais aussi à la ligne Aide maltraitance adulte aîné, qui est une ligne téléphonique. Le lien va être mis aussi dans le chat, qui est une ligne téléphonique provinciale d'écoute, de référencement et d'accompagnement spécialisée en matière de maltraitance, pardon, envers notamment les adultes en situation de vulnérabilité. Donc, si parfois vous avez des questions, des zones de gris, des enjeux éthiques, par exemple, est-ce que c'est une situation de maltraitance ou pas, comment je gère la situation, comment j'interviens, sont super bien outillés pour nous guider aussi, puis parfois même prendre en charge certaines situations où il y a un risque pour la sécurité de la personne. Donc, au final, je dirais là, que lorsqu'une personne dévoile une situation de violence, notre objectif, c'est pas seulement de recueillir son récit, c'est que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, là, c'est qu'elle soit comprise, qu'elle conserve son pouvoir d'agir tout au long du processus et qu'elle puisse accéder à des ressources qui vont respecter ses besoins et son rythme. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs-là qui entre finalement s'adapter, offrir une sécurité, de l'accessibilité et valoriser l'autodétermination de la personne, finalement, qui va permettre une intervention qui va être réellement inclusive au niveau de l'accueil du dévoilement. Un grand merci, Jade. Stéphanie, je vais te laisser le mot de la fin pour cette dernière question. Si tu peux y aller très rondement, ce serait vraiment très apprécié pour qu'on puisse respecter l'horaire. Stéphanie, si tu avais 3 recommandations prioritaires à donner à une organisation qui souhaite améliorer son accessibilité, qu'est-ce que ce serait? D'abord, considérer l'expertise de vécu des gens qui viennent chez vous. Ils ont des choses à dire, leur expertise, elle est importante.
Puis, elle peut facilement être prise en compte dans différentes solutions que vous pouvez mettre en place. Donc, jamais hésiter à les écouter. Euh, Ensuite, je dirais, encore une fois, considérer l'autonomie et la sécurité de la personne. Euh, les gens veulent pouvoir prendre leurs propres décisions, s'ils veulent être accompagnés, s'ils veulent être seuls, mais toujours s'assurer que ça se fait en connaissance de cause puis que c'est pas forcé. Donc, que les gens aient la possibilité de faire les choses à leur façon, par exemple, s'ils veulent, ils ont besoin de faire un transfert depuis leur fauteuil roulant, ben, qu'ils soient capables de le faire à leur façon, pas nécessairement toujours de la façon que l'intervenant a l'habitude de voir les transferts, mais qu'on soit en mesure d'accompagner en fonction de ce que la personne désire avoir comme soutien de notre part pour respecter cette autonomie-là. Encore une fois, communication adaptable, s'assurer que on suit le rythme de communication de la personne, mais aussi notre écoute. Je pense qu'on oublie cette partie-là des fois ben oui, on va adapter notre vocabulaire, on va changer notre rythme pour que ça soit un peu plus lent, permettre à la personne de bien analyser l'information. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi moduler notre écoute, montrer à la personne qu'on a un intérêt avec des gestes, qu'on réexplique ce qu'on a entendu de ce qu'elle a dit pour valider qu'on a bien compris. Puis ça, je pense qu'il faut être d'une bonne écoute, c'est toujours super important. Euh, donc voilà, je pense que l'accessibilité, il faut juste prendre le temps de le faire, puis garder l'humain, c'est pas juste des normes, c'est pas juste de l'environnement. L'humain a une grande partie à apporter pour que tout ça puisse bien vivre ensemble puis que ça fasse du sens pour les utilisateurs. Un immense merci, Stéphanie, pour ce mot de la fin. Vous avez partagé différents outils durant vos présentations que Mathilde a pu mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. On va laisser 3 petites minutes, 2 petites minutes pour le mot de la fin et surtout les questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire. J'ai déjà une question pour toi, Jade, donc d'un organisme qui mentionne que ton expertise est extrêmement pertinente et il demande s'il pourrait avoir ton contact pour obtenir plus d'informations, puisqu'ils ont actuellement 3 femmes qui ont une déficience intellectuelle dans leur hébergement et Oui. qu'en fait ce serait bénéfique pour elles et pour l'équipe d'en apprendre davantage. Est-ce que c'est possible de partager ton Oui, contact? je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. Parfait, merci beaucoup, Jade. J'ai vu aussi que tu avais mentionné, tu as joint, pardon, dans le chat le test des 4 valeurs. Donc, il y a Oui, un outil complémentaire dont tu parlais tantôt. oui. Dans le fond, peut-être une note sur le fait que, si dans le fond, on a parlé du principal contenu qu'on a, mais on offre aussi des ateliers, que ce soit adapté aux besoins. Là. Ça peut être sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, dépendamment des ressources là, pour aller plus en profondeur un peu dans le contenu que j'ai présenté aujourd'hui. Merci beaucoup, Jade. Stéphanie, pareil, est-ce que ce serait possible de mettre ton contact dans le chat si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter Oui, pour aucun avoir recours? problème. Merci pour avoir plus d'informations sur l'accessibilité universelle, pour avoir accès à toute ton expertise sur différentes recommandations qui peuvent être mises en place dans les milieux. Donc, n'hésite pas à mettre aussi ton contact. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas ou à les inscrire dans le chat. Et si ça a été très clair pour tout le monde, la rencontre est enregistrée. Donc, vous pourrez bien sûr la revisionner et on va également la partager. Elle sera accessible pendant 3 ou 4 mois. Donc, vous pouvez aussi la revisionner. Je pense que nous n'avons pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Jade, Stéphanie, pour votre richesse et tout ce que vous nous avez partagé. C'était très intéressant. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Merci beaucoup aux interprètes en LSQ qui ont suivi un débit de parole. Oui. Oui, qui a été un peu, un peu Oui. vite parfois, mais j'espère que ça a été pour l'interprétariat. Merci également à la Fondation Saputo qui nous soutient dans le cadre du projet et à leur soutien financier donc depuis plusieurs années pour l'amélioration de l'accessibilité des maisons d'aide et d'hébergement à travers le Québec. Donc merci à tout le monde et bonne journée à vous. Oui.